Les bases pour comprendre le système nerveux. On va commencer par une mise en place du système nerveux. Je vais vous apprendre un nouveau mot pour commencer. C'est la dure mer crânienne. C'est quoi la dure mer crânienne? C'est ce que vous voyez en noir sur le schéma. Et quand vous le voyez, elle va envoyer des expansions. Et ces expansions, elles vont délimiter deux cavités à l'intérieur du crâne. On a la grande cavité qui est donc dédiée pour le cerveau. Ici, celle-là, c'est la grande cavité qui va contenir le cerveau avec ses deux hémisphères droit et gauche. Et ces deux hémisphères, ils vont être séparés par ce qu'on appelle la faux du cerveau qui est ici. Celle-ci, c'est la faux du cerveau. Et la petite cavité en bas, qu'on appelle donc la fosse crânienne postérieure, car elle est en arrière, elle est séparée, celle-là, du cerveau, comme vous le voyez ici, par ce qu'on appelle la tente du cervelet, car ça ressemble à une tente tout simplement. Donc, cette fosse crânienne postérieure, elle va contenir quoi? Elle va contenir le tronc cérébral et le cervelet, comme je vous l'ai mentionné sur le schéma. Maintenant, donc, comme on commence chaque cours avec notre esprit scolaire, on va commencer par une petite définition du système nerveux central. C'est quoi le système nerveux, pas central, le système nerveux en général, qui va contenir le central et le périphérique? Ce système nerveux, lorsqu'il est situé à l'intérieur du crâne et de la colonne vertébrale, il est dit central. Et les prolongements du système nerveux central qui vont sortir du crâne et de la colonne vertébrale vers la périphérie, ils sont dits périphériques. On commence par le système nerveux central. Donc ici, comme vous voyez, le système nerveux central, il va contenir le cerveau, le tronc cérébral et la moelle épinière. Ici, je vous ai fait un petit schéma que je vais vous comprendre au fur et à mesure. Donc, c'est une vue latérale de l'encéphale. Donc, à l'intérieur du crâne, on va trouver ce qu'on appelle l'encéphale. L'encéphale, il est constitué de plusieurs parties. La première partie, c'est le cerveau. Ici, comme vous le voyez en orange. C'est le cerveau. Ce cerveau, il va se composer de deux hémisphères. Un hémisphère droit et un hémisphère gauche. À l'intérieur de ce cerveau, on va avoir un cerveau intermédiaire qui va être connu sous son nom embryologique, ce qu'on appelle le diencéphale, que je vous ai représenté sur ce schéma en pointillé. Il est connu aussi, ce cerveau intermédiaire, par un autre nom, le nom de son ventricule, qui est le troisième ventricule. Je récapitule. J'ai le cerveau, hémisphère droit, hémisphère gauche et un cerveau intermédiaire, appelé soit diencéphale ou troisième ventricule. La deuxième partie de l'encéphale, c'est ce qu'on appelle donc le tronc cérébral. Donc cette deuxième partie, elle est située au-dessous, c'est-à-dire en bas du cerveau. Donc on aura le tronc cérébral ici. Ce tronc cérébral lui-même, donc c'est quoi déjà le tronc cérébral? C'est la jonction. Il va relier, donc c'est la jonction entre le cerveau que vous voyez ici en orange et la moelle épinière que vous voyez en rose. C'est-à-dire il va relier le cerveau et la moelle épinière et lui-même il est formé de trois parties. On a la partie que vous voyez ici, le tronc cérébral, il est représenté en rouge. On a la partie supérieure du tronc cérébral qu'on appelle les pédoncules cérébraux, connus sous son nom aussi embryologique, c'est le mésencéphale. Donc soit on l'appelle mésencéphale ou on l'appelle les pédoncules cérébraux. La partie moyenne que vous voyez ici, qu'on appelle le pont, et ou bien la protubérance annulaire, soit on l'appelle le pont ou bien la protubérance annulaire, et la partie inférieure, c'est la moelle allongée qui est anciennement appelée le bulbe rachidien. Je récapitule. Le tronc cérébral est constitué de trois parties. La partie supérieure qu'on appelle les pédoncules cérébraux ou le mésencéphale, la partie
intermédiaire qu'on appelle le pont ou bien la protubérance annulaire et la partie inférieure qu'on appelle la moelle allongée ou bien le bulbe rachidien. Le tronc cérébral est situé antérieurement, c'est-à-dire à la face antérieure. Donc, il est situé en arrière du tronc cérébral. Le tronc cérébral, il est situé à la face antérieure. Et en arrière de ce tronc cérébral, donc, on va avoir une autre partie du système nerveux central qui appartient toujours à l'encéphale. C'est le cervelet qu'on a représenté ici en jaune. Ce cervelet, c'est un petit cerveau. Il est situé en dérivation et il est constitué de lamelles nerveuses parallèles entre elles. D'ailleurs, on a représenté des petites lamelles. Voilà, c'est des lamelles nerveuses parallèles entre elles. Et aussi, avant de continuer, j'aimerais bien que vous reteniez ça, l'adjectif qu'on va utiliser quand on va donc dire ou bien quand on va parler de quelque chose qui est en relation avec le cervelet, c'est ce qu'on appelle cérébelleux. Cérébelleux, donc retenez-le. Euh, donc on va continuer encore. L'encéphale, donc il faut savoir que l'encéphale, il est situé à l'intérieur du crâne. Et la limite inférieure de la moelle allongée, dont on a parlé, le bulbe, ou bien la moelle allongée, qui est la troisième partie du tronc cérébral. Donc celle-ci, cette moelle allongée, donc on aura à sa limite inférieure ce qu'on appelle le foramen. Je vous l'ai écrit ici, magnum. Ce foramen magnum, il va relier ce tronc cérébral à la moelle épinière. La seule chose donc qui sépare à la moelle épinière. Et donc, avant de passer à la moelle épinière, il faut savoir que la seule chose qui va séparer le crâne de l'encéphale, ce sont les méninges qu'on va voir dans le dessin qui suit. Donc, on a dit, puis donc on aura la moelle épinière qui est en continuité avec le bulbe. Je vous ai dit, c'est la troisième partie du tronc cérébral. Elle est située à l'intérieur donc de la colonne vertébrale. Bien évidemment, la moelle épinière, elle est située à l'intérieur de la colonne vertébrale. On l'appelle soit moelle épinière ou bien moelle spinale. La particularité de cette moelle épinière ou spinale, c'est qu'elle s'arrête ici, elle s'arrête à l'intérieur du canal vertébral, au niveau de L2, de la vertèbre L2, au bord supérieur, donc voilà, c'est au bord supérieur, elle s'arrête au bord supérieur de la seconde vertèbre lombaire ou bien L2. Et euh, je voulais juste vous donner cette remarque. Ce schéma, je l'ai hypertrophié. On a hypertrophié ici le canal vertébral. Je vous ai représenté ici les vertèbres sous forme de pointillés afin de mettre en place les méninges. Les méninges qu'on va voir tout de suite. Mais en vrai, c'est pas comme ça. Vous le savez normalement. Juste pour comprendre. Cet ensemble donc, dont on a parlé, donc cerveau, cervelet et tronc cérébral, ils vont former, et la moelle aussi épinière, ils vont former le système nerveux central. De ces derniers, ils vont partir des nerfs. On aura des nerfs crâniens, comme vous voyez ici sur la première flèche, des nerfs crâniens. On aura qui vont venir, ces nerfs crâniens à partir du tronc cérébral qui, on a dit, il est représenté en rouge. Et on aura aussi les nerfs spinaux qui vont partir à partir de la moelle spinale qui est représentée en rose. Ces derniers, ils appartiennent au système nerveux périphérique car ils vont sortir du système nerveux central et ils vont aller vers la périphérie. C'est pourquoi on les appelle donc voilà, des nerfs périphériques qui vont faire partie du système nerveux périphérique. Maintenant, on va expliquer les méninges. Le système nerveux, on a dit qu'il est contenu dans ce qu'on appelle des membranes. Et ces dernières sont en nombre de 3. Vous voyez ici en gris, en noir c'est le crâne, en gris accolé au crâne c'est la dure mère.
On a donc la dure mère. La dure mère, elle entoure et elle est complètement accolée à l'os. Donc, elle entoure le cerveau et elle est complètement accolée à l'os dans la cavité crânienne. Donc, elle entoure toute la cavité crânienne et elle est accolée à l'os. Tout décollement de cette dure mère, il est pathologique. C'est ce qu'on appellera dans la pathologie l'hématome extradural qui va être dû, cet hématome extradural, juste pour information, il est dû à l'atteinte de l'artère méningée moyenne qui va saigner, qui va donner d'ailleurs un hématome, c'est-à-dire du sang à l'intérieur de la boîte crânienne qui va décoller cette dure mère. D'ailleurs, on l'appelle hématome extradural. Bref, donc ça c'est la dure mère. Et donc, pour mieux représenter donc ça, je vous ai fait cette coupe frontale de la dure mère. On a dit donc cette dure mère, donc quand vous la voyez ici en gris toujours, on a dit qu'elle est accolée à l'os au niveau du crâne. Et donc il y aura des dédoublements. Des dédoublements où elle va envoyer donc des expansions. Elle va envoyer deux expansions, une expansion pardon, sagittale, ce qu'on appelle la faux du cerveau, ici, donc c'est la faux du cerveau. Voilà, c'est la faux du cerveau qui va séparer les deux hémisphères droit et gauche du cerveau et une expansion appelée la tente du cerveau. Je vous ai expliqué tout au début de la vidéo. C'est la tente du cerveau qui est représentée ici. Voilà, cette tente du cerveau, elle va séparer la cavité crânienne en deux parties. Une grande fosse, on retrouve donc la coupe des hémisphères cérébraux ici, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. J'ai écrit ici HG et HD, c'est-à-dire hémisphère gauche et hémisphère droit. Et on aura une petite fosse en arrière où on va retrouver le cervelet et le tronc cérébral. Le cervelet, lui, il est formé de trois parties, que je vous ai mis ici. Il est formé de trois parties. On a la partie médiane qui est dite le vermis cérébelleux et deux parties latérales dites les hémisphères cérébelleux. Donc le cervelet est un petit cerveau situé dans la partie postérieure de l'encéphale et dans la petite fosse de la cavité crânienne. Il est constitué d'un vermis et de deux hémisphères latéraux cérébelleux. À chaque fois qu'il y a la rencontre de la dure mère pariétale avec une expansion durmérienne, quand vous le voyez dans ce schéma, il y a l'existence d'un triangle que j'ai représenté en bleu. Ces triangles, ce sont donc des dédoublements de la dure mère situés dans des endroits précis. Ils correspondent à quoi? Au sinus veineux, c'est des veines. Qui vont permettre de drainer le sang veineux qui se situe dans la boîte crânienne. Donc le sang veineux, il va être drainé par ces sinus. Il existe en effet plusieurs sinus veineux à l'intérieur du crâne. On a le sinus longitudinal supérieur en haut, le sinus droit. On a le sinus droit, voilà, c'est la rencontre du sinus longitudinal supérieur, voilà, donc qui va descendre comme ça, qui va nous donner le sinus droit, et on a les sinus latéraux qui donnent naissance aux donc ces sinus latéraux là, droit et gauche. Celui-là c'est le droit normalement et celui-là c'est le gauche, j'ai pas écrit. Ces deux-là, ces sinus latéraux, ils vont donner naissance au golfe de la veine jugulaire ou bien la veine jugulaire interne. Ça c'est juste le détail. Pour l'instant, on n'a parlé que de la dure mère, mais en vrai, on a dit qu'il y a trois méninges, c'est-à-dire on aura deux autres méninges qui sont d'une part, donc comme je vous ai représenté sur ce schéma-là, l'arachnoïde et d'autre part l'apimère. L'arachnoïde, vous la voyez sur ce schéma en orange. Elle est en orange. Cette arachnoïde, donc, elle tapisse complètement la dure mère. Vous voyez, la dure mère, c'est en gris. Puis, on aura en orange, elle va tapisser cette dure mère, ce qu'on appelle l'arachnoïde. Elle s'invagine partout où la dure mère se trouve. Là où il y a la dure mère, on aura aussi l'arachnoïde. Elle est fine,
Donc, cette dure-mère est fine. Cette arachnoïde, pardon, elle est fine et elle se trouve à distance de la substance nerveuse. Elle va se trouver à distance de la substance nerveuse. Elle envoie des villosités dans le sinus veineux. Comme vous voyez ici, elle va envoyer des villosités comme on l'a représenté ici dans le sinus longitudinal supérieur. Elle va envoyer des villosités dans les sinus veineux, les villosités, ce qu'on appelle les villosités arachnoïdiennes. Ces villosités, elles vont permettre quoi? Elles vont permettre l'absorption, la réabsorption du liquide cérébrospinal en jaune. Vous voyez ici le liquide cérébrospinal en jaune. Ces villosités arachnoïdiennes, elles vont permettre sa réabsorption pour qu'il ne s'accumule pas. Et en dernier lieu, on a la pimère qu'on a représentée ici donc en vert. Cette pimère, elle tapisse complètement la substance nerveuse. On a dit que l'arachnoïde, elle se retrouvait à distance de la substance nerveuse. La pimère donc, elle va tapisser la substance nerveuse qui est représentée ici par les hémisphères droit et gauche. Elle va tapisser complètement la substance nerveuse, cette pimère, et elle s'invagine partout où il y a la substance nerveuse. Donc, elle va tapisser complètement la substance nerveuse, c'est ça. Elle était appelée autrefois la méninge vasculaire. Elle accole la substance nerveuse, cette pimère, et voilà, elle accole la substance nerveuse et les vaisseaux qui irriguent aussi le système nerveux, les artères surtout et les veines aussi. C'est pourquoi on l'a appelée déjà autrement la méninge vasculaire, car elle tapisse tous les vaisseaux et la substance nerveuse. Entre l'arachnoïde qui est représenté ici en orange et la pimère qui est représentée en vert, il existe un espace. C'est l'espace sous-arachnoïdien, car il est au-dessous de l'arachnoïde et il est rempli du liquide, ce qu'on appelle le liquide cérébrospinal ou bien le liquide céphalorachidien, le LCR. Ce LCR, il est réabsorbé, comme on l'a déjà dit, par les villosités arachnoïdiennes au niveau du sinus longitudinal supérieur sur ce schéma. Très bien. Maintenant, donc, au niveau de la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, comme vous le voyez ici toujours, au niveau de la moelle épinière, la dure-mère, elle n'est pas du tout accolée. On a dit que la dure-mère, elle était accolée au niveau du cerveau et du tronc cérébral, mais pas au niveau de la moelle épinière. C'est-à-dire, elle va descendre plus bas que la moelle. Il existe donc, au niveau de la colonne vertébrale, un cul-de-sac dural. Je vous ai écrit ici un cul-de-sac dural qui va être rempli du liquide céphalorachidien et dans lequel on va trouver des racines. Ces racines-là, donc elles vont former les nerfs spinaux qui vont sortir de la moelle épinière et ces racines vont littéralement être libres dans le liquide céphalorachidien avant de sortir à travers les foramen intervertébraux. Au niveau du canal vertébral, au niveau de l'extrémité inférieure, je me répète, il existe des nerfs complètement libres qui forment ce qu'on appelle la queue de cheval. L'espace entre l'os et la dure-mère, comme vous le voyez ici, entre l'os et la dure-mère, c'est l'espace épidural. Car on a dit ici, la dure-mère, elle n'est pas accolée à la paroi osseuse. Il y a un espace, c'est ce qu'on appelle un espace épidural. Qu'est-ce qu'on va trouver au niveau de cet espace épidural? On va trouver tout simplement de la graisse, des vaisseaux, etc. Donc, voilà, ok. Mais on a parlé du liquide céphalorachidien, on a dit LCR, 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 mais maintenant ce LCR, il va provenir d'où? Il va provenir en fait des cavités qui sont situées à l'intérieur de l'encéphale. Il va provenir des cavités qui sont situées à l'intérieur de l'encéphale. Ok. Au niveau embryonnaire, donc, on aura quoi? On va revenir à l'embryologie. Au niveau embryonnaire, on aura quoi? On aura des vésicules. La première vésicule, elle va donner la vésicule diencéphalique à l'âge adulte. Ce dont on a parlé depuis le début, le diencéphale, cerveau, cervelet, tronc cérébral. Ce diencéphale, c'est ce qu'on appelle le troisième ventricule.
c'est le troisième ventricule. Il est ici. Ce que je vous ai représenté ici en beige, c'est le diencéphale. C'est la première vésicule qui va être donnée. Donc, c'est le troisième ventricule. Autour de ce diencéphale, on va avoir comme un mouvement rotatoire. Ce diencéphale, il va s'entourer dans un mouvement rotatoire de deux vésicules, de deux autres vésicules. Ce diencéphale, donc, c'est quoi? C'est le point de l'entourement. C'est le point de l'entourement. Déjà, vous devez comprendre ça. On ne va pas entrer dans les détails de l'embryologie. Il faut juste savoir d'où vient ce diencéphale et tout. Et c'est juste général. Ce diencéphale maintenant, ou bien ce qu'on appelle le troisième ventricule, il possède, donc là je vous l'ai représenté en rouge, là ici c'est celui-là, le troisième ventricule, je l'ai écrit V3, c'est le troisième ventricule. Ce troisième ventricule, eh ben, il possède une forme particulière à l'âge adulte. Ce ventricule, il va se continuer avec la cavité au niveau du tronc cérébral, qui est avec une autre cavité au niveau du tronc cérébral, ce qu'on appelle le quatrième ventricule. Je l'ai représenté d'ailleurs aussi en rouge. Entre ces deux-là, donc on aura un conduit qui va relier le troisième ventricule avec le quatrième ventricule. Donc c'est ce qu'on appelle l'aqueduc du cerveau. L'aqueduc du cerveau. Là, j'ai pas mis de flèche, mais c'est l'aqueduc du cerveau. Et l'aqueduc du cerveau, c'est quoi en fait? C'est la cavité du mésencéphale. Donc on aura la cavité du mésencéphale. D'ailleurs, j'ai écrit à côté de l'aqueduc du cerveau un petit thème, c'est-à-dire c'est le mésencéphale. Le troisième ventricule, j'ai écrit un petit D, c'est le diencéphale. Et le quatrième, j'ai écrit pont et moelle épinière. Donc pour savoir se situer dans le cerveau avec ces ventricules-là. Ok, au-dessous du quatrième ventricule qui va être la cavité, donc comme on a dit du pont et de la moelle allongée, il se continue normalement par le canal de l'épendyme qui serait donc le canal de la moelle spinale, c'est la moelle épinière normale. Chez l'homme, ce canal il est obstrué, il y a les vertèbres. Et autour du troisième ventricule, comme vous voyez sur ce schéma, on verra l'entourement. On a dit il va s'entourer. Le diencéphale, il va s'entourer. On a dit troisième ventricule, il correspond au diencéphale. Il va s'entourer et dans cet enroulement, il va s'enrouler. Et dans cet enroulement, dans ce mouvement rotatoire, on aura deux ventricules qui portent le nom de ventricules latéraux, comme je vous l'ai représenté ici. Ils vont correspondre à quoi? J'ai écrit entre parenthèses HC, c'est-à-dire ils vont correspondre aux hémisphères cérébraux, aux hémisphères du cerveau. Et donc, on a parlé de tout ça pour savoir d'où vient le liquide cérébrospinal. Et bien, ce liquide cérébrospinal, il faut savoir qu'il est compris dans ces ventricules. Il est compris dans ces ventricules V3, V4 et tout. Et le seul endroit où il peut sortir, le seul endroit, il est compris dans tous ces ventricules, c'est-à-dire dans les ventricules latéraux, le V3 et le V4. Mais il faut savoir que le seul endroit où ce liquide cérébrospinal peut sortir de ces ventricules, de tous ces ventricules, c'est au niveau du quatrième ventricule. Pour mieux schématiser ça, je vous donne par exemple une situation. Si l'aqueduc du cerveau, on a dit déjà, il relie le ventricule 3 et le ventricule 4, c'est-à-dire le diencéphale au pont et à la moelle épinière. Donc, si l'aqueduc du cerveau est obstrué, dans ce cas, on aura quoi? On aura une dilatation des ventricules. Pourquoi? Parce qu'on aura le liquide cérébrospinal qui ne pourra pas s'échapper. À partir du quatrième ventricule, il ne pourra pas s'écouler. Donc, il ne pourra pas s'écouler. Donc, on aura une dilatation des ventricules si l'aqueduc du cerveau est obstrué, par exemple. Très bien. Donc, lorsque le liquide cérébrospinal chemine à travers le quatrième ventricule, donc il va se trouver où? Il va se trouver au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. Je reviens à mon schéma, il va se trouver dans les espaces sous-arachnoïdiens. Dans ces espaces-là sous-arachnoïdiens, il pourra être réabsorbé au niveau des villosités arachnoïdiennes. On a dit le jaune, c'est le LCR. Il va se retrouver dans les espaces sous-arachnoïdiens, c'est
ils sont représentés ici par du jaune. D'ailleurs, on retrouve le LCR à ce niveau, au niveau soit arachnoïdien. L'arachnoïde, c'est la orange. Et on a les villosités arachnoïdiennes qui sont ces petits fils-là qui vont aller vers les sinus veineux pour qu'ils soient réabsorbés à ce niveau. Très bien. Jusque-là, ça va. Pour récapituler, on a parlé du système nerveux central, c'est-à-dire jusque-là, on a parlé des ventricules pour juste savoir d'où sort le LCR. On a parlé aussi des méninges, la pimère, l'arachnoïde et la durmère. On a parlé également de la faux du cerveau qui sépare les deux hémisphères et la tente du cervelet qui sépare le cervelet et le tronc cérébral qui forme la fosse postérieure crânienne du cerveau, d'ailleurs, de la cavité supérieure. Et on a parlé aussi en général du cerveau, du diencéphale, du cervelet, du tronc cérébral, juste pour savoir comment il s'organise. Et ce schéma, je le trouve très récapitulatif. D'ailleurs, c'est ce qui est représenté aussi dans ce schéma simplifié. Maintenant, on va voir donc un petit rappel physiologique sur la substance nerveuse pour faire notre rappel en long et en large. Je m'excuse d'ailleurs, je tiens à m'excuser pour ma voix aujourd'hui car je parle à partir de mon nez qui est bouché, je suis un peu enrhumée. Je sais que c'est désagréable, pardonnez-moi. Donc on va continuer avec la substance nerveuse. Faut savoir que la substance nerveuse, elle est formée de neurones, elle est formée de cellules nerveuses, on le sait. En effet, il faut différencier. Il faut différencier dans la substance nerveuse deux parties importantes. Une partie que je vous ai entourée avec des pointillés roses, ce qu'on appelle le corps cellulaire. Donc, on a une partie qui va correspondre au corps cellulaire. C'est la partie fonctionnelle de la substance nerveuse où peuvent s'intégrer les informations et donner des informations. Donc, c'est la partie fonctionnelle. Cette partie fonctionnelle, elle porte des noms différents selon sa localisation au niveau de l'appareil nerveux central, c'est-à-dire selon où elle se trouve au niveau du SNC, du système nerveux central, elle va porter une dénomination si elle est au niveau de la moelle spinale, au niveau de la moelle épinière, elle va porter le nom de substance grise. Si elle est au niveau de l'encéphale, c'est-à-dire de l'encéphale, ici, c'est-à-dire à l'intérieur du crâne, elle va porter le nom de cortex. Et si, donc, dans les deux cas aussi, soit dans la moelle épinière ou bien dans l'encéphale, vous pouvez trouver aussi une autre dénomination des corps cellulaires, ce qu'on appelle les noyaux. Par exemple, on va vous parler des noyaux gris centraux, etc. Dans tous ces cas, on vous parle de la substance fonctionnelle, la substance nerveuse fonctionnelle. Très bien. Après ça, on a une autre partie qui s'oppose à la partie fonctionnelle, qui va contenir quoi? Elle va contenir d'une part les axones et d'autre part les dendrites. Et ces axones et ces dendrites, vous allez aussi les trouver avec différentes dénominations selon où on va les trouver. Au niveau de la moelle spinale, on va les appeler substances blanches. Au niveau donc de l'encéphale, vous pouvez trouver appareil de transmission, des faisceaux, des tractus, des commissures. Voilà, donc tous ces noms que je vous ai cités vont donc nous parler de cet appareil de transmission des informations nerveuses, soit substance blanche, soit appareil de transmission, soit des faisceaux, soit des tractus, soit des commissures. Très bien. Jusque-là, on a parlé globalement de la substance nerveuse. Maintenant, on va parler, avec ce qui va suivre, du système nerveux périphérique. Comme vous savez, le système nerveux, on a deux. Le système nerveux central, qui se retrouve à l'intérieur du crâne, et on a le système nerveux périphérique, c'est-à-dire ce qui va aller en périphérie. On a dit qu'il y a l'encéphale, cervelet, tronc cérébral et la moelle épinière. On a déjà parlé. Encéphale, je redis, c'est le cerveau, cervelet et tronc cérébral. Et au niveau de ce système nerveux périphérique, donc on a dit c'est en périphérie,
C'est-à-dire, en périphérie, on aura quoi? On aura des nerfs crâniens, les nerfs crâniens et les nerfs spinaux, c'est-à-dire les nerfs qui vont venir du crâne et les nerfs spinaux qui vont venir de la de la moelle épinière. Ces nerfs-là, ils vont aller en périphérie. Ils vont donc représenter quoi? Le système nerveux périphérique, le SNP. Très bien. On va parler en premier lieu des nerfs crâniens. On a les nerfs crâniens, au fait, ils sortent tous du tronc cérébral, sauf deux. Il existe 12 paires, déjà 12 paires de nerfs crâniens. Et ces 12 paires de nerfs crâniens, on a deux qui ne sortent pas du tronc cérébral. C'est-à-dire les 10 autres paires crâniennes restantes vont sortir du tronc cérébral. Ces deux paires crâniennes qui ne sortent pas du tronc cérébral, c'est le nerf 1 et le nerf 2. D'ailleurs, on les représente avec des nerfs, avec des chiffres romains. Le nerf 1, c'est ce qu'on appelle le nerf olfactif. Et le nerf 2, c'est le nerf optique. Ce nerf olfactif et ce nerf optique, ces deux derniers, ils sont des faux nerfs crâniens. On les appelle des nerfs crâniens, mais en vrai, ils sont faux. Ce n'est pas des nerfs crâniens, car ils ne sortent pas du crâne. Le nerf olfactif est une expansion directe du cerveau. Il va venir direct du cerveau. On dit que c'est une expansion directe du télencéphale. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle. On dit que c'est une expansion directe du télencéphale. Et le nerf optique, le 2, est une expansion directe du diencéphale. Retenez-le comme ça. Le premier, expansion directe du télencéphale ou du cerveau, et le nerf 2 optique est une expansion directe du diencéphale. D'ailleurs, vous allez le voir ici. Le nerf olfactif, c'est le premier, c'est une expansion directe du télencéphale ou du cerveau, et le nerf optique, c'est une expansion directe du diencéphale. Très bien. Tous les autres nerfs crâniens, ils vont sortir du tronc cérébral. Ok? On a le nerf 3, c'est le nerf oculomoteur. Le nerf oculomoteur, il va innerver tous les muscles de l'orbite, le bulbe oculaire, sauf deux. Il existe deux autres nerfs qui sont oculomoteurs. Donc on aura trois nerfs oculomoteurs. On aura le 3, le 4 et le 6. Ils vont tous innerver au fait l'œil et l'orbite oculaire, etc. On a donc le nerf, comme vous le voyez ici, le nerf 4 qu'on appelle le trochléaire. Il va innerver le muscle oblique supérieur. Et le nerf 6, l'abducens, il va innerver le muscle droit latéral. C'est-à-dire, je me récapitule. On a le nerf 3, c'est le nerf oculomoteur. En vrai, on a trois nerfs oculomoteurs. Mais en vrai, on appelle le nerf 3 nerf oculomoteur car il va innerver en fait tous les muscles de l'orbite et le bulbe oculaire, sauf deux muscles. On a le muscle oblique supérieur qui ne va pas être innervé par le 3 et le nerf droit latéral qui ne va pas aussi être innervé par le 3. Ils vont être innervés par quoi? Ils vont être innervés par le nerf 4 trochléaire qui va innerver l'oblique supérieur et le nerf 6 abducens qui va innerver le droit latéral de l'orbite. Ces trois nerfs, donc 3, 4, 6, retenez-les comme ça, 3, 4, 6, ils vont être destinés à l'orbite. Ok? Le nerf maintenant 5. Le nerf 5, il est hyper important, c'est le nerf trijumeau, c'est le nerf sensitif de la face, c'est-à-dire il assure la sensitivité, les sensations au niveau de la face. Il se divise en trois branches et assure donc le 5-1, le 5-2, le 5-3. On aura trois branches et il assure toute l'innervation sensitive de la face on lui adjoint un contingent moteur. Donc, il est mixte. Il est en même temps sensitif et moteur. Sensitif pour la face et on va lui rajouter un contingent moteur, c'est-à-dire il a aussi un côté moteur qui est destiné à quoi? Au muscle masticateur. C'est-à-dire le trijumeau, il est le nerf sensitif de la face et moteur des muscles masticateurs. Le nerf 7, c'est le nerf facial. Le nerf facial, c'est le nerf moteur de la face. On a dit le nerf trijumeau, c'est le nerf sensitif de la face. Donc, automatiquement, on aura un nerf moteur de la face qui est représenté par le nerf 7, le nerf facial. D'ailleurs, c'est comme son nom l'indique, facial, c'est-à-dire moteur de la
face. Mais qu'il y a aussi un contingent parasympathique et aussi un contingent sensitif. Je me récapitule. Le nerf facial, il a trois contingents. Un contingent moteur de la face, un contingent parasympathique et un contingent sensitif. Il est d'ailleurs aussi mixte, moteur et sensitif. On passe au nerf 8 qui est représenté comme vous le voyez ici, il sort du tronc cérébral également comme toutes les 10 paires crâniennes restantes à part le 1 et le 2. Donc ce nerf 8, on l'appelle le nerf cochléo-vestibulaire. Comme son nom l'indique, c'est un nerf sensoriel. Cochléo, la cochlée au niveau de l'oreille, et vestibulaire aussi, c'est l'appareil vestibulaire au niveau de l'oreille. Donc, vous pouvez le déduire, c'est un nerf sensoriel. Pourquoi? Donc, le vestibule, il va assurer l'équilibre. Donc, c'est un nerf sensoriel pour l'équilibre et la cochlée, c'est pour l'audition. Cochléo-vestibulaire, car il va assurer l'équilibre et l'audition. Très bien. On passe maintenant au nerf 9, c'est-à-dire le glossopharyngien. Le glossopharyngien, il assure l'innervation sensitive de la langue et du pharynx, glossopharyngien. Pharynx, c'est pour le pharyngien et la langue, c'est pour le glosso. Le nerf 10, il est très connu, c'est le nerf vague. C'est un nerf parasympathique, le plus grand nerf parasympathique. Et le nerf 11, il est accessoire, on l'appelle le nerf accessoire ou le nerf spinal. Il a deux contingents. Il a un contingent moteur pour le larynx et un contingent pour le muscle sclédomastoïdien et le trapèze au niveau du cou. Ok, il a deux contingents pour le larynx, pour le sclédomastoïdien et pour le trapèze. Et le dernier nerf, la dernière paire crânienne, c'est l'hypoglosse. Le nerf 12, c'est l'hypoglosse. C'est un nerf moteur de la langue. C'est un nerf moteur de la langue. Ok. Une petite remarque pour terminer ces généralités sur les nerfs crâniens. Il faut savoir que tous les nerfs qu'on a cités, du 1 au 12e, ils vont partir de la face antérieure du tronc cérébral. Pas tous, en fait, parce qu'il y a un seul qui ne va pas partir de la face antérieure du tronc cérébral, mais il va partir, c'est-à-dire du 3e au 10e. On a dit le premier et le 2, ils vont pas naître à partir du tronc cérébral. Pour les 10 autres paires crâniennes, tous ils vont aller de la face antérieure du tronc cérébral, sauf le 4e, comme je vous l'ai représenté ici, car celui-là, il va naître du tronc cérébral, mais de sa face postérieure. C'est juste une petite information. Ok, maintenant on va aller faire un petit rappel sur le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, en fait, il est formé de deux grandes parties. Une partie sympathique et une partie parasympathique. Il assure quoi? Il assure l'innervation viscérale, c'est-à-dire des viscères. Il possède une partie centrale et une partie périphérique. Si on fait une coupe de la moelle au niveau thoracique, on va remarquer qu'on a ici la substance grise qui est centrale et la substance blanche qui est périphérique, ce qui est donc le cas contraire au niveau du cerveau, car au niveau du cerveau, on aura une substance blanche centrale et une substance grise périphérique. Au niveau de la moelle, on va voir qu'on a une corne postérieure, une corne antérieure et une corne latérale. On va voir qu'on a au niveau de la racine, on a donc une racine postérieure et une racine antérieure. Et vous remarquez qu'au niveau de la racine postérieure, on a un petit gonflement ici qui va correspondre au ganglion spinaux, à un ganglion spinal. Donc, il faut savoir qu'il y aura des nerfs qui vont sortir. Et donc là, on vous a représenté dans ce schéma comment les nerfs sortent au niveau sympathique et au niveau parasympathique. Il faut savoir que le système sympathique, il est médulaire, c'est-à-dire au niveau de la moelle épinière. Il emprunte les ganglions de la chaîne latérovertébrale, puis ceux de la chaîne prévertébrale. Il a un neurone préganglionnaire myélinisé et un neurone postganglionnaire amyélénique. Là, c'est juste pour l'information.
et ils assurent donc l'innervation sympathique des viscères, bien évidemment. Et pour le système nerveux parasympathique, il se situe au niveau central, au niveau des centres, comme vous le voyez ici. Donc, il naît du tronc cérébral et au niveau de la moelle épinière, au niveau de la moelle sacrée. Et donc, on aura 4 grands nerfs parasympathiques. On a le nerf oculomoteur le 3, on a le nerf facial le 7, le nerf glossopharyngien le 9 et le nerf vague le 10. Faut retenir ça, le 3, le 7, le 9 et le 10. Et les centres parasympathiques sont des noyaux de la substance grise situés au niveau. Ces noyaux de la substance grise sont situés au niveau du tronc cérébral, comme c'est affiché sur ce schéma. Et aussi, il faut savoir qu'on a une partie du parasympathique qui est pelvienne. C'est pour cela qu'on dit que les centres du parasympathique sont situés aux 2 extrémités du système nerveux. Comme vous le voyez ici, extrémité supérieure au niveau du tronc, extrémité inférieure au niveau pelvien, pardon. Alors que ceux du sympathique sont regroupés au niveau de la moelle thoracique. On dit que le modèle parasympathique se superpose au modèle sympathique. C'est ce que vous voyez sur cette image. C'est tout, on a terminé ce petit rappel basique sur le système nerveux.